Oh, les amis, aujourd'hui, ce sera tout simplement un char incroyable. Faites des réserves de thé et de biscuits. Imaginez un char d'une hauteur inférieure à la taille d'un homme, seulement 174 cm. Une tourelle à l'intérieur d'une tourelle qui tourne dans la direction opposée. Des missiles à tête chercheuse perçant un demi-mètre de blindage. Un équipage de 2 personnes, toutes deux assises dans la tourelle. Une suspension hydropneumatique au lieu d'une suspension ordinaire. Et tout cela dans une seule machine. Mais le plus étonnant à propos de ce char sera à la fin. Début des années 60 du XXe siècle. La guerre froide bat son plein. L'Union soviétique et les États-Unis s'affrontent absolument en tout. L'espace, l'aviation, la flotte et bien sûr les chars. À ce moment-là, les constructeurs soviétiques comprennent une chose importante. La construction de chars classiques atteint un plafond. Le blindage devient de plus en plus épais et les obus de chars ordinaires le percent de moins en moins bien. Les calibres des canons augmentent, mais avec eux augmente le recul, la masse du char, les gabarits. Il faut quelque chose de fondamentalement nouveau. Et là, naît une idée qui semble géniale. Et si le char tirait non pas des obus, mais des missiles guidés? La logique est simple et convaincante. Le missile vole plus loin que l'obus. On peut guider le missile précisément sur la cible, même à grande distance. Le missile, avec une charge creuse, percera n'importe quel blindage, indépendamment du calibre du lanceur. Pas besoin d'un énorme canon avec un recul monstrueux. Il suffit d'un lanceur de calibre moyen et d'un système de guidage de missiles. L'idée du char lance-missile flotte dans l'air depuis déjà quelques années. Différents bureaux de construction essaient différentes approches. Certains installent des lance-missiles à la place de la tourelle, d'autres font des systèmes hybrides. Mais toutes ces machines se révèlent soit trop grandes, soit trop vulnérables, soit pas assez polyvalentes. Il faut un char qui sera petit, discret, maniable, mais en même temps mortellement dangereux. En 1962, l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk reçoit le cahier des charges pour le développement d'un char lance-missile prometteur. Pavel Pavlovitch Isakov est nommé constructeur en chef. Le dirigeant du SKB-75 est un ingénieur expérimenté qui a déjà eu le temps de travailler sur plusieurs projets de chars. Maintenant, il fait face à une tâche qui frise la science-fiction. Créer un char de la hauteur minimale possible, avec l'armement de missiles le plus puissant possible, et tout en préservant la mobilité, la capacité de franchissement et la fiabilité. Les exigences sont strictes. Le char doit être si bas qu'il sera difficile à repérer et encore plus difficile à atteindre. Il doit porter un armement de missiles guidés, capable de détruire n'importe quel char ennemi à de longues distances. Il doit être assez rapide et maniable pour prendre des positions avantageuses et échapper aux tirs de riposte. Et tout cela doit tenir dans une machine qui ne coûtera pas le prix d'un vaisseau spatial et que l'on pourra produire en série. Isakov comprend qu'on ne peut pas résoudre une telle tâche avec des méthodes standards. Il faut des solutions fondamentalement nouvelles. Et la première chose par laquelle il commence, c'est le choix du complexe de missiles. Sans lui, il est impossible d'avancer, car toute la configuration du char dépendra des dimensions et des caractéristiques des missiles. Le 30 mars 1963 sort un décret du Conseil des ministres de l'URSS. Les travaux commencent simultanément sur 2 complexes de missiles, Astra et Rubin. Tous 2 sont tout nouveaux, tous 2 sont prometteurs, tous 2 sont capables de résoudre la tâche de la destruction de cibles blindées à de grandes distances. Des développements parallèles, des essais, des comparaisons de caractéristiques sont en cours.
les constructeurs calculent les dimensions, le poids, la fiabilité, le coût. Les militaires regardent l'efficacité, la précision, la capacité de pénétration. Le 1er mars 1964, la section du Conseil scientifique et technique du Comité d'État pour la technique de défense rend sa décision. Des deux complexes, c'est le Rubin qui l'emporte. Les travaux sur l'Astra sont officiellement arrêtés. Maintenant, la tâche est claire. Il faut créer un char autour du complexe de missiles Rubin. Et là commence le plus intéressant, parce que le Rubin n'est pas un petit jouet que l'on peut fourrer n'importe où. Le missile guidé du complexe Rubin a un calibre de 125 mm et une longueur de 1505 mm. C'est 1,5 mètre, presque une taille humaine. La partie combat à charge creuse est capable de percer 500 mm de blindage en acier disposé verticalement. La portée de tir va jusqu'à 4 km, ce qui est considérablement plus que n'importe quel canon de char de cette époque. Mais le problème principal est ailleurs. L'appareillage de commande du complexe Rubin occupe un volume de 200 décimètres cubes et pèse 180 kg. C'est comme 2 gros réfrigérateurs. Où fourrer tout cela dans un char? S'il faut encore placer l'équipage, le râtelier à munitions, le moteur, la transmission, les réservoirs de carburant. Comment faire tenir des missiles d'1,5 mètre dans le râtelier? Comment assurer leur alimentation vers le lanceur? Comment protéger toute cette électronique complexe des vibrations, des chocs, des dommages de combat? Isakov commence par le principal. Il faut radicalement réduire le volume interne du char. Plus le volume est petit, plus la silhouette est basse, plus il est difficile d'atteindre le char. La première décision, qui semble folle mais logique, réduire l'équipage à 2 personnes. Pas 4, comme dans un char ordinaire, et même pas 3, seulement 2. Le mécanicien conducteur et le commandant opérateur d'armement. Tout le reste doit être fait par l'automatisme. Il n'y aura pas de chargeur. Il sera remplacé par un système de chargement automatique qui amènera les missiles au lanceur. Il n'y aura pas d'opérateur radio. La station radio sera placée de manière à ce que le commandant puisse l'utiliser. Il n'y aura pas non plus de tireur. Le commandant prendra en charge le pointage du canon à l'aide d'un système de conduite de tir avancé. 2 personnes par char. Cela sonne comme de la science-fiction, mais il n'y a tout simplement pas d'autre moyen de faire tenir tout l'équipement nécessaire. Les constructeurs comprennent qu'il y a encore beaucoup de travail devant eux. Il faut concevoir le lanceur, développer le système de chargement, penser au placement des munitions, créer le système de conduite de tir, choisir le moteur et la transmission, concevoir le train de roulement. Et pour tout cela, il y a moins de 2 ans. Les travaux avancent à un rythme effréné. Plans, calculs, maquettes, essais de nœuds séparés. Le SKB-75 travaille pratiquement 24 heures sur 24. Vers la fin de 1963, le projet technique est prêt. La fabrication du premier prototype commence. Le métal part au travail. Les ateliers d'assemblage reçoivent les pièces. La phase finale commence. Tous comprennent qu'ils créent quelque chose d'unique. Un char qui ne ressemble à rien de ce qui a été créé auparavant. Une machine qui, si tout réussit, peut changer la compréhension même de ce que doit être un char. 1964. Atelier d'assemblage de l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk. Les ouvriers assemblent une machine que beaucoup d'entre eux ne comprennent même pas. Le châssis est inhabituellement large, mais en même temps effrayant de platitude. La tourelle a l'air d'avoir été spécialement aplatie par une presse. Aucun élément haut habituel, aucune écoutille saillante. Tout est au maximum aérodynamique, au maximum bas, au maximum compact.
La construction qu'ont imaginé Isakov et son équipe frise vraiment la folie d'ingénierie. Commençons par le plus important. Comment placer un équipage de 2 personnes dans la tourelle, de sorte qu'ils puissent piloter le char et faire feu simultanément. Le placement ordinaire ne convient pas. Si les deux sont assis côte à côte, la tourelle deviendra trop large. Si l'un est derrière l'autre, trop longue. Il faut une solution de compromis. Le commandant est placé à droite du canon. Devant lui, le pupitre de conduite de tir, les appareils de visée, les organes de commande du complexe de missiles Rubin. Il est responsable de la recherche des cibles, du pointage du lanceur, du lancement des missiles, du pilotage de leur vol. En fait, il effectue le travail de 3 personnes à la fois: le commandant, le tireur et l'opérateur du complexe de missiles. Le mécanicien conducteur est placé dans une petite tourelle. Et c'est là que commence le plus intéressant. Dans un char ordinaire, le mécanicien est assis dans le châssis, regarde vers l'avant et conduit la machine. La tourelle peut tourner comme elle veut. Cela ne le concerne pas. Ici, le mécanicien est assis dans la tourelle. Et quand la tourelle tourne, il commence à tourner avec elle. On a tourné la tourelle à droite. Le mécanicien regarde aussi à droite. On l'a tournée à gauche, il regarde à gauche. Conduire le char dans de telles conditions est impossible. La solution qu'ont trouvée les constructeurs ressemble à quelque chose tiré de la science-fiction. La petite tourelle du mécanicien conducteur est installée dans la partie droite de la tourelle principale, sur un roulement à billes. Quand la tourelle principale tourne dans un sens, la petite tourelle du mécanicien tourne automatiquement dans le sens opposé, à la même vitesse. Résultat, le mécanicien conducteur regarde toujours strictement vers l'avant, dans le sens de la marche du char, indépendamment de l'endroit où est tournée la tourelle principale. Imaginez la complexité de ce système. 2 mécanismes de rotation indépendants, fonctionnant de manière synchrone, mais dans des directions opposées. La moindre défaillance, et le mécanicien se retrouvera tourné n'importe où, perdant l'orientation dans l'espace, mais il n'y a tout simplement pas d'autre moyen de le placer dans la tourelle et de conserver la possibilité de piloter le char. Pour la protection de l'équipage contre les radiations en cas d'explosion nucléaire, on a utilisé à l'intérieur du char des revêtements spéciaux en plastique. C'est une couche supplémentaire qui devait affaiblir l'effet du rayonnement ionisant. Chaque élément est pensé en tenant compte du fonctionnement dans les conditions d'utilisation de l'arme nucléaire. Maintenant, sur la façon de rendre le char le plus bas possible. La suspension à barre de torsion standard a une hauteur fixe. La garde au sol est constante, on ne peut pas la changer. Isakov choisit une suspension hydropneumatique, un système fondamentalement différent. En changeant la pression dans le système, on peut modifier la garde au sol du char. Pourquoi est-ce nécessaire? Premièrement, on peut abaisser le char encore plus bas quand il occupe une position de tir. Silhouette plus petite, moins de chances d'être repéré et touché. Deuxièmement, on peut lever le char plus haut quand il faut franchir des obstacles, un char qui sait s'accroupir et se lever selon la situation. Mais l'hydropneumatique, c'est aussi de la complexité. Conduites hydrauliques, vérins, valves. Tout cela demande de l'entretien et craint les dommages. La hauteur finale du char est d'1,74 m. C'est moins que la taille d'un homme moyen. Pour comparaison, la hauteur du char américain M60 de la même période est de 2,40 m. La différence est de presque 70 cm. On peut cacher l'objet 775 derrière un abri tel qu'un char ordinaire dépasserait comme sur la paume de la main. Maintenant, l'armement. Le canon lanceur D126 est développé spécialement pour ce char, calibre 125 mm. Le canon est rayé avec 32 rayures.
Ce n'est pas un canon de char classique, mais précisément un lanceur. Le missile n'a pas besoin d'une haute vitesse initiale. Il accélère avec son propre moteur déjà après la sortie du canon. Le système peut faire feu avec 2 types de munitions. Le premier, des missiles anti-chars guidés du complexe Rubin, un missile d'une longueur d'1,5 m avec une tête à charge creuse. Après le tir, il sort du canon, déploie ses stabilisateurs 3 km. Pénétration de 500 mm de blindage en acier. Le deuxième type, des obus assistés par fusée-bourre avec une tête explosive à fragmentation. Ce sont des munitions non guidées pour le tir sur des cibles non blindées. Quand il est dommage de gaspiller un missile guidé coûteux, on peut utiliser le bure, moins cher, plus simple et pour beaucoup de cibles suffisamment efficaces. L'arme est équipée d'un mécanisme de chargement semi-automatique et stabilisée sur 2 plans par le stabilisateur 216. C'est critique pour les missiles guidés, car la moindre déviation au moment du lancement peut éloigner le missile de la cible. Le moteur 5TDF est un diesel d'une puissance de 700 chevaux, celui-là même que l'on installera plus tard sur le T-64. Avec une masse au combat d'environ 38 tonnes, le char est capable d'accélérer jusqu'à 70 km/h. Pour une machine d'une telle masse avec une configuration aussi complexe, c'est un excellent résultat. Le blindage du char n'est pas le plus exceptionnel. Le blindage frontal du châssis et de la tourelle est de 120 mm. Les flancs et l'arrière sont plus fins. Mais la protection principale de l'objet 775 n'est pas dans l'épaisseur du blindage, mais dans la silhouette basse. La meilleure façon de se protéger d'un obus ennemi est de faire en sorte qu'on ne vous touche pas. Un char d'une hauteur d'1,74 m, derrière une colline, derrière les plis du terrain, c'est une cible très difficile. Et si l'on prend encore en compte qu'il tire à 4 km, alors on comprend pourquoi les constructeurs ont misé précisément sur la discrétion. Vers le milieu de 1964, le premier prototype est assemblé. La machine se trouve dans l'atelier et même sur fond d'autres chars. Elle a l'air extraterrestre. Un châssis large et bas, une tourelle aplatie, un canon court de lanceur, un minimum d'éléments saillants. Cela ressemble vraiment au char du futur. La question est seulement une. Y aura-t-il un futur pour le char lui-même ? Été 1964. L'objet 775 est emmené sur le terrain d'essai. Pour la première fois, le char sort des portes de l'usine et attire tout de suite l'attention de tous ceux qui le voient. L'apparence impressionne vraiment même les militaires qui en ont vu d'autres. Le char ressemble à un visiteur du futur. Une tourelle aplatie, un châssis large, une absence presque totale d'éléments hauts. La silhouette est si basse qu'il est facile de le cacher derrière une petite butte. Les constructeurs sont inquiets. 2 ans de travail, d'innombrables calculs, plans, essais de nœuds séparés. Maintenant, tout cela s'est transformé en une machine réelle qui doit prouver que les idées révolutionnaires ne fonctionnent pas seulement sur le papier. La commission militaire est d'humeur sceptique. Trop de nouvelles solutions, trop d'écart par rapport au schéma classique. Mais pour l'instant, il est tôt pour juger. Il faut regarder les résultats. Les essais de conduite commencent. Le moteur 5TDF, d'une puissance de 700 chevaux, démarre sans problème. Le char s'élance et on voit tout de suite qu'avec la mobilité, tout est en ordre. Sur la route, la machine accélère jusqu'à 70 km/h. Pour un char de 38 tonnes avec une silhouette aussi basse, c'est un excellent indicateur. L'accélération est fluide, la commande est réactive. Le moteur tourne régulièrement. La suspension hydropneumatique fonctionne comme prévu. Le char peut vraiment changer sa garde au sol. On appuie sur un levier, la machine s'accroupit
devient encore plus basse. Encore un mouvement. Le char se relève, augmentant la garde au sol. Cela a l'air inhabituel, même fantastique. Un char qui sait faire des flexions. Sur le terrain d'essai, on n'avait pas encore vu de telles machines. La capacité de franchissement impressionne aussi. Grâce à de larges chenilles et une répartition réussie de la masse, le char se sent en confiance sur les sols mous. Il passe là où une machine ordinaire patinerait. La silhouette basse donne encore un avantage. Le char est plus difficile à remarquer, plus difficile à atteindre. Du point de vue du camouflage, c'est une machine idéale. Les observateurs militaires s'échangent des regards. Mobilité excellente, discrétion excellente, franchissement à la hauteur, tout a l'air prometteur. Et puis commencent les tirs. Et c'est là que surgissent les problèmes auxquels les constructeurs préféraient ne pas penser. Le premier problème est la visibilité, plus précisément son absence catastrophique. L'équipage est assis si bas et si densément empaqueté à l'intérieur que la vue est tout simplement meurtrière. Le commandant voit le monde à travers d'étroits appareils d'observation. Le champ de vision est limité, comme si on regardait à travers un trou de serrure. Le mécanicien conducteur, assis dans sa petite tourelle tournante, est en général pratiquement aveugle. Les appareils d'observation donnent une vue minimale. Conduire le char au combat, s'orienter sur le terrain, remarquer les menaces. Tout cela se transforme en torture. Oui, le char est difficile à remarquer pour l'ennemi, mais l'équipage lui-même ne voit presque rien. Imaginez que vous conduisez une machine de 38 tonnes, pratiquement à l'aveugle. N'importe quel cratère, n'importe quel obstacle, n'importe quelle pente peuvent devenir une surprise. Dans les conditions du terrain d'essai avec des chemins dégagés, c'est encore tolérable. Mais que se passera-t-il dans un vrai combat, dans la poussière, la fumée, sous le feu? L'équipage ne survivra tout simplement pas. Les militaires prennent des notes dans leurs carnets. C'est un problème sérieux, très sérieux. Mais peut-être que la puissance de feu compense le manque de visibilité. On commence les tirs avec le complexe de missiles Rubin, et là ressort le deuxième problème, encore plus critique. Le système de guidage des missiles fonctionne de manière dégoûtante. L'électronique du début des années 60 n'a pas encore atteint le niveau de fiabilité nécessaire. Dans les conditions idéales du terrain d'essai, quand il n'y a pas d'interférence, pas de feu ennemi, pas de poussière ni de boue, les missiles volent plus ou moins où il faut. Mais même ici, le pourcentage d'échecs est effrayant. Sur 10 lancements, 3 ou 4 se terminent par un dysfonctionnement. Le missile part sur le côté ou tombe carrément sans avoir atteint la cible. Et que se passera-t-il dans un vrai combat, quand le char tremblera à cause des explosions, quand il y aura de la poussière, de la fumée, des éclats dans l'air, quand l'équipage sera sous stress, la fiabilité tombera à 0. Celui-ci est parti dans le décor. Deuxième tentative. Le missile n'est pas sorti du canon. Échec du système de lancement. Troisième tentative. Tout semble normal, mais au milieu du vol, le signal de commande a disparu. Ce n'est pas une arme, c'est une loterie. Chance, pas chance. Les militaires regardent cela et hochent la tête. Pour un tel argent, pour une telle complexité, obtenir un système qui fonctionne une fois sur 2, c'est inacceptable. Le char doit être une arme fiable, et non un jouet expérimental, qui peut faire défaut au moment le plus critique. Le troisième problème est l'entretien. Le char est bourré d'électronique, d'hydraulique, de mécanismes des plus complexes. La petite tourelle tournante du conducteur demande un réglage et une lubrification constants. Le moindre jeu dans les roulements, et le système commence à fonctionner avec des défaillances. La suspension hydropneumatique est sensible aux dommages.
une conduite hydraulique percée, le char perd la possibilité de régler la garde au sol et peut-être s'immobilisera complètement. L'automate de chargement est capricieux. Tantôt il se bloque, tantôt il amène le missile sous un mauvais angle, tantôt il refuse carrément de fonctionner. Le système de conduite de tir demande un réglage fin. L'électronique de ce temps-là est peu fiable, surchauffe, tombe en panne à cause des vibrations. Pour entretenir une telle machine, il faut des spécialistes de la plus haute qualification. Mais où les prendre en quantité massive pour l'armée? Un réparateur de char ordinaire ne s'en sortira pas avec l'objet 775. Il faut des ingénieurs, des électroniciens, des hydrauliciens, des spécialistes en système de missiles. Chaque char demandera toute une brigade de personnel d'entretien. Dans les conditions de terrain, réparer cette machine est pratiquement impossible. Quelque chose de sérieux a cassé. Le char s'est arrêté, et c'est tout. Évacue-le à l'usine, démonte, répare, règle à nouveau. Le quatrième problème est le coût. La machine est chère, très chère. Chaque objet 775 revient au prix de 3 ou 4 T-64 ordinaires. La production est complexe, demande un équipement spécial, un assemblage de haute précision, des ouvriers spécialement formés. La production de masse coûtera un argent astronomique et compte tenu de la faible fiabilité du système, cela ressemble à de l'argent jeté par les fenêtres. Les militaires commencent à calculer. Pour le même argent nécessaire à la production d'un objet 775, on peut sortir plusieurs chars de série avec un armement éprouvé. Oui, ils ne tirent pas de missiles. Oui, ils n'ont pas de suspension hydropneumatique, mais ils sont fiables, compréhensibles, se réparent facilement dans les conditions de terrain et, surtout, ils fonctionnent. Les essais continuent plusieurs mois. Les constructeurs essaient de corriger quelque chose, de régler, d'améliorer, changent l'électronique, peaufinent le système de guidage, essaient d'améliorer la visibilité, mais c'est du replâtrage. Les problèmes fondamentaux demeurent. Le char est trop complexe, trop peu fiable, trop cher, et surtout, l'équipage y est assis en fait dans une boîte de conserve, ne voyant presque rien. Vers la fin de 1964, la commission militaire rend son verdict. Oui, le char est technologiquement avancé. Oui, il est en avance sur son temps. Oui, des solutions révolutionnaires y sont réalisées, mais on ne peut pas l'accepter en service. Trop de défauts qu'il est impossible de corriger sans une refonte complète du concept. Et pendant ce temps, dans d'autres bureaux de construction, on commence à penser dans une autre direction. Pourquoi créer un char lance-missile, séparé et complexe? Peut-être existe-t-il une solution plus simple, et cette solution est effectivement trouvée. Seulement, elle tue tout le sens de l'existence de l'objet 775, pendant que l'objet 775 souffre lors des essais. Les constructeurs d'autres bureaux pensent dans une direction totalement différente. L'idée est simple jusqu'au génie. Et pourquoi créer un char lance-missile séparé? Peut-être peut-on simplement apprendre au char de série ordinaire à tirer des missiles guidés depuis un canon ordinaire. On prend le T-64, on lui met un canon de calibre 125 mm et on le rend universel. Il peut tirer et des obus ordinaires et des missiles. Pas besoin de machines séparées. Pas besoin d'une configuration folle avec l'équipage dans la tourelle. Pas besoin de petites tourelles tournantes et d'hydropneumatiques. Les militaires regardent cette idée et comprennent qu'elle fonctionne. En effet, pourquoi compliquer? Nous avons un excellent char de série T-64, fiable, éprouvé, compréhensible pour les tankistes. On lui donne simplement la possibilité de tirer des missiles et c'est tout.
une arme universelle. Tu vois un char ennemi à longue distance, lance un missile. Il faut tirer sur une fortification, prends un obus ordinaire, flexibilité sans complexité. En 1965, on essaie de faire entrer le Rubin dans le T-64. On prend le modèle de base objet 432. On commence à essayer le complexe de missiles sur la tourelle. Et là, un problème se révèle. L'appareillage de commande du Rubin occupe 200 décimètres cubes et pèse 180 kg. C'est comme 2 réfrigérateurs. Ou les fourrer dans une tourelle déjà étroite. Il faut refaire le râtelier à munitions, changer le mécanisme de chargement, la place pour l'équipage, revoir le tout, plus le missile d'une longueur d'1,5 m exige une refonte complète de la configuration. Il s'avère que, pour l'installation du Rubin, il faut en fait créer un nouveau char. Les travaux sont reconnus inopportuns et fermés. Le Rubin est trop encombrant, trop lourd, trop complexe. Mais l'idée ne meurt pas. Les constructeurs comprennent que le problème est dans le complexe lui-même. Il faut un système plus compact, et ils le créent. Le nouveau complexe de missiles reçoit le nom de Cobra. Il est plus petit, plus léger, plus simple à l'entretien. Et le plus important, on peut l'intégrer dans un char de série sans refonte radicale. L'appareillage tient dans la tourelle, les missiles sont rangés dans le râtelier de série, le système de conduite de tir est peaufiné pour les nouvelles possibilités. Tout fonctionne sans refonte révolutionnaire. En 1976, le T-64B est accepté en service. Un char de série ordinaire avec un canon ordinaire de 125 mm qui peut tirer, et des obus ordinaires et des missiles guidés Cobra. Une arme universelle. Pas besoin de chars lance-missiles séparés, pas besoin de mécanismes complexes, pas besoin d'équipage microscopique assis dans la tourelle et ne voyant rien. Juste un char qui sait faire un peu plus. Le sort de l'objet 775 est scellé. En 1968, le projet est officiellement fermé. Un prototype a été construit. On a commencé à assembler le deuxième, mais on ne l'a pas fini. La machine qui devait devenir le char du futur s'est transformée en une expérience coûteuse, ayant montré que parfois une solution simple vaut mieux qu'une complexe. Tous les chars soviétiques suivants, T-72, T-80, toutes les modifications reçoivent la possibilité de tirer des missiles guidés à travers le canon ordinaire, sans tourelle alambiquée, sans hydropneumatique, sans équipage de 2 personnes. Le concept du char lance-missile comme classe de machines séparées meurt, l'universalité l'emporte, mais l'influence de l'objet 775 est restée. La silhouette basse comme moyen de protection. L'idée a été reprise. Le concept de chasseur de chars avec un armement puissant et une faible hauteur s'est développé plus loin. La suspension hydropneumatique a été utilisée dans d'autres projets, simplement pas sous la forme qu'imaginait Isakov. Toutes les solutions révolutionnaires ont été démontées en pièces et introduites là où elles fonctionnaient vraiment. Et maintenant, le plus étonnant à propos de ce char. Les services de renseignement occidentaux n'ont appris l'existence de l'objet 775 qu'après 1991, seulement après la chute de l'Union soviétique. Avant cela, la machine restait tellement secrète qu'il n'y avait même pas d'allusion à elle. Aucune photo, aucune mention, aucune rumeur. Un secret absolu durant presque 30 ans. Quand les experts militaires américains ont vu les photos pour la première fois, ils n'ont pas cru. Un char d'une hauteur d'1,74 m, un équipage de 2 personnes dans la tourelle, une tourelle de mécaniciens tournant dans la direction opposée. Cela ressemblait à un photomontage, à la blague de quelqu'un. Mais non.
L'objet 775 a réellement existé. L'Union soviétique l'a construit, l'a testé et a fermé le projet et a réussi à garder cela secret pendant 3 décennies. Le seul exemplaire conservé se trouve à Koubinka, aplati, large, futuriste. Un char qui a devancé son temps, mais n'a pas survécu jusqu'à lui. Une machine qui a été un secret pendant 30 ans, puis est devenue une pièce de musée, en sautant l'étape de l'utilisation au combat. Le char crêpe avec une tourelle dans la tourelle, qui a prouvé que fourrer toutes les innovations d'un coup dans un seul projet est une voie sans issue. La solution simple a vaincu la complexe. L'arme universelle a tué le concept du char lance-missile, dont l'échec s'est avéré plus utile que bien des succès. Mettez un like et écrivez dans les commentaires sur quelle technique militaire absurde je dois vous raconter la prochaine fois. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires.